la situation de panique existait déjà par le fait que le système de santé publique en France est sur le point d'être complètement détruit. On évoque ce problème avec Claude Janvier à l'intérieur de notre enquête depuis 1993. Entre 1993 et 2018, par exemple, il y a 103 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. Il y a 40% des maternités dans votre domaine qui ont été fermées, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans certains départements comme le Lot, vous avez eu en 2019, ou 2018, près d'une vingtaine de femmes qui ont accouché sur le bord de la route, faute de maternité de proximité. Concernant la situation du système de santé publique en France, il faut savoir qu'on passe ça en revue à l'intérieur du livre en détail, mais pour vous donner juste un chiffre qui résume la situation, entre 2011 et 2018, en 7 ans, la Commission européenne a recommandé à 63 reprises la privatisation et la réduction des dépenses de santé. Donc on a un terrain, si vous voulez, qui est favorable à une panique dès qu'il y a un phénomène, je dirais, imprévu qui se présente en termes de santé. On rappelle dans le livre, on revient sur depuis les années Sarkozy qui ont été catastrophiques pour la destruction de l'hôpital public, tout comme pour la justice d'ailleurs, le système judiciaire français. On revient sur cette situation année après année, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jusqu'à 2020, et où les médias à l'époque, du reste, et surtout dans la presse nationale, mais aussi la presse régionale, se faisaient l'écho, les urgences qui étaient à bout de souffle, les urgentistes qui n'en pouvaient plus, des malades qui mouraient sur les lits d'hôpitaux. Et là, je vous parle de la grippe saisonnière qui sévit et où les urgences sont déjà dépassées. Quand vous ajoutez à ça un phénomène imprévu comme le SRAS-CoV-2 et sa maladie, la COVID-19 qui surgit, il est évident que vous vous retrouvez avec des hôpitaux et des services d'urgence, un manque de lits, un manque de moyens, un manque de personnel et un manque de moyens matériels qui est flagrant et qui provoque une panique. À l'heure où nous parlons, il y a des milliers de lits qui sont encore supprimés en France. Au moment où nous connaissons une crise sanitaire grave, dont le gouvernement a la responsabilité, il y a des centaines de lits qui sont supprimés. Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg, Besançon et d'autres que j'oublie, où vous avez encore des suppressions de lits. Les situations étaient créées déjà par la destruction du système de santé publique, par le fait qu'il n'y avait plus les moyens de répondre, il n'y avait déjà plus les moyens de répondre à une situation d'épidémie normale, comme celle de la grippe, par exemple. Alors quand vous ajoutez à ça une nouvelle pandémie qui a été en plus après qui a été fortement médiatisée. Vous avez vu les enquêtes de l'Institut national audiovisuel dont nous reproduisons des extraits où les enquêteurs s'interrogent et disent au bout d'un moment on se demande s'il reste encore de la place pour une autre information que pour traiter du coronavirus. Si vous voulez, il peut y avoir des erreurs dans la formation, après la rédaction et la diffusion d'informations. Mais quand ces erreurs sont répétées dans le temps sur un même thème, sur un même domaine, pour un même phénomène, au bout d'un moment, ces erreurs répétées, ça finit par façonner ce qu'on appelle un mensonge d'État. Je vais vous donner un exemple qui est celui que l'on donne dans le livre. En 2019, il n'y avait pas le coronavirus. Qu'est-ce qui se passe entre le 1er janvier et le 30 juillet 2019 du point de vue de la mortalité en France? Et on va comparer avec la situation analogue pour 2020. 1er janvier et 31 juillet 2020. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2019, vous avez eu 362 900 décès, toutes causes de mortalité confondues, qui ont été recensés par l'INSEE. On regarde après la période qui correspond à 2020, c'est-à-dire celle où vous avez le coronavirus du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020. Et là, l'INSEE nous indique 380 400 décès, toutes causes confondues. C'est-à-dire que, en gros, vous avez 17 500 décès de plus, toutes causes confondues. C'est-à-dire, toutes causes confondues, c'est la vieillesse, c'est les accidents de la route, toutes maladies confondues, les crimes, etc., etc. Alors,
On va même dire que c'est 18 000 décès. Allez, on va dire qu'il y a des communes qui n'ont pas, bien que l'INSEE ait une pratique depuis plusieurs années de collecter, de faire le point sur les naissances, la mortalité, etc., et de donner un tableau exact de la population en France. Il y a toujours parfois des communes, les résultats arrivent en retard, etc. Donc on va dire qu'il y a 17 000, au lieu de 17 500 décès recensés, on va dire qu'il y en a 18 000. Et puis au lieu de partir depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire depuis fin février, début mars, on va partir carrément depuis le mois de janvier, ce qui fait 2 mois en plus, en gros, du point de vue statistique. Or, Santé publique France donne, c'est ça au mois de décembre 2020, annonce qu'il y a 31 095 personnes qui sont décédées de la Covid-19. Alors, c'est mathématiquement impossible. Je ne vois pas comment vous pouvez avoir 18 000 décès, toutes causes confondues de plus entre 2020 et 2021, entre 2019 et 2020, pardon, et comment vous pouvez avoir plus de 31 000 personnes qui ne soient décédées que de la Covid-19. Alors ça voudrait dire que tous les morts supplémentaires sont tous morts de la Covid-19, qui évidemment ne correspond pas du tout à la réalité. On peut se reporter à aujourd'hui, si vous voulez. Je vais prendre les chiffres que je vais vous donner. Les chiffres les plus récents, ce sont ceux qui sont diffusés par l'INSERM. On ne peut pas mettre quand même l'INSERM en cause quant à la capacité des scientifiques et des chercheurs qui y travaillent et à son personnel sur la validité des informations qu'ils diffusent. Il peut y avoir des erreurs comme partout. Et d'une manière générale, les chiffres de l'INSERM sont des sources sérieuses. La 53e semaine, c'est-à-dire la semaine qui est à cheval entre la fin décembre et le début janvier. L'INSERM a un réseau qui s'appelle le réseau Sentinelle, qui regroupe 1200 cabinets médicaux et autres sur tout le territoire national, et qui procède régulièrement, semaine par semaine, à des relevés pour différentes infections respiratoires aiguës, les IRA, comme ça s'appelle, et donc y compris la Covid-19. Or, si je prends les chiffres de l'INSERM, qu'est-ce qu'indique l'INSERM? L'INSERM trouve, alors que le ministère de la Santé donne 1068 cas fin décembre par semaine pour 1 million d'habitants, l'INSERM trouve 14 cas de personnes infectées pour 100 000 personnes. Ça veut dire 140 personnes infectées de la Covid-19 pour 1 million de personnes. Alors, entre 1068 cas pour 1 million de personnes de sources gouvernementales et 140 cas pour 1 million de personnes de l'INSERM, vous m'excuserez, mais personnellement, j'ai tendance à donner la priorité quant à la qualité de l'information à l'INSERM, bien évidemment. Par ailleurs, l'INSERM indique, je vous le lis, en semaine 53 à cheval entre décembre 2020 et janvier 2021, aucun prélèvement n'a été testé positif au SRAS-CoV-2, Covid-19, parmi les prélèvements analysés. Ceci permet d'estimer que le taux d'incidence des cas d'IRA, qui sont les infections respiratoires aiguës dues au SRAS-CoV-2, vu en médecine générale, serait inférieur à 14 cas pour 100 000 habitants, représentant moins de 9 097 nouveaux cas de Covid-19 ayant consulté un médecin généraliste. Et l'INSERM précise, cette estimation est stable par rapport aux semaines précédentes. Alors maintenant, dites-moi, quel média a rendu compte de cette stabilité par rapport aux semaines précédentes et qui sont quand même une source, je pense, fiable, puisque c'est celle de l'INSERM. C'est là pour vous montrer comment on arrive à ce que le général Delaware, qui a étudié depuis le début comment l'opinion publique a été hystérisée, comme il est dit, on a assisté à une véritable hystérisation de l'opinion publique, comment les chiffres sont manipulés. Et je ne parle même pas là des chiffres qui ont été donnés par monsieur Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, qui parle de centaines de milliers de cas, de dizaines de milliers de cas testés positifs par jour. Et je ne parle pas non plus des annonces alarmistes du président Macron, qui disait si nous ne faisons pas le reconfinement, nous allons avoir 400 000 morts. Je veux dire, on arrive là. Je veux bien que le virus soit un élément nouveau, qu'on ne maîtrise pas bien, même plusieurs mois après, il faut encore du temps pour voir comment il évolue, comment il mute, comment on peut le traiter aussi. Mais de là à donner des chiffres alarmistes comme ça, je pense que de la part d'un président de la République, ce n'est pas sérieux. Alors, je ne parle même pas des scientifiques
qui abondent dans ce sens. Vous avez deux aspects concernant les médias français. D'une part, vous avez de la part de ces directeurs de rédaction, je ne parle pas des journalistes, je parle des directeurs de rédaction, dont les médias reçoivent quand même des centaines de millions, voire des millions d'euros pour certains de l'État, sans lesquels ils ne pourraient pas combler le déficit qui est dû à la perte de lecteurs chroniques qui continue. Et vous avez donc une diminution des rédactions en termes de quantité de journalistes qui travaillent sur le terrain, en termes de qualité et en termes de temps. Les journalistes sont soumis à des pressions très fortes, sont sollicités par un flot d'informations continu. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Le truc le plus simple, pour pas avoir de soucis, pas avoir d'ennuis, vous dites, bon, on n'a pas le temps d'enquêter là-dessus, on prend la source gouvernementale. Et du reste, quand vous regardez certaines chaînes de télévision, alors vous avez des graphiques qui apparaissent avec des courbes à la hausse, attention, la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, la cinquième vague, et vous avez marqué maintenant source gouvernementale. Moi, ce que j'aimerais bien voir, quand même, c'est la source des journalistes qui enquêtent sur le terrain. Le problème, c'est que vous avez dans les médias français, vous n'avez pratiquement plus, de moins en moins, et même pratiquement plus, de journalistes d'enquête, d'investigation. Les journalistes qui sont dans les hebdos, dans les quotidiens, ils doivent boucler, ils sont pris par une multitude de chiffres et d'informations qui arrivent, et comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent dans des informations qui sont contradictoires, qui sont souvent, vous avez les informations les plus contradictoires, qui viennent aussi bien du milieu politique que des milieux scientifiques, etc. Donc, il faut savoir se donner la réserve pour pouvoir écrire sur les articles. Le problème, c'est que quand vous êtes dans un quotidien, le papier, Coco, il faut qu'il soit prêt ce soir à 17h pour que ça parte, pour que le journal soit prêt le lendemain matin. La deuxième chose, c'est qu'après, vous avez ceux qui sont carrément des services de communication du pouvoir. Bon, ceux-là, ils sont connus. Je veux dire, on n'a même plus besoin de les présenter. Ils vont de plateau de télévision en plateau de télévision, de studio radiophonique en studio radiophonique. Et pour être tranquille, pour pas être mis en cause, ils s'arrangent pour inviter toujours les mêmes soi-disant experts en médecine qui ont tous travaillé pendant de très nombreuses années sur ce coronavirus et qui donnent les informations les plus contradictoires et les plus fantaisistes. C'est pas avec ça qu'on peut travailler sérieusement l'information. Cela dit, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce que nous vivons actuellement avec le coronavirus, avec le SRAS-CoV-2, pardon, est très intéressant du point de vue de la manipulation des masses, des foules. C'est-à-dire quand vous avez une annonce qui arrive avec le tampon d'une administration ou d'un ministère ou qui circule avec en provenance de l'AFP par exemple, donc qui touche tout de suite dans un temps très court une multitude de médias, vous voyez le résultat que ça peut donner. La crise sanitaire dont est responsable le gouvernement en ayant appliqué, alors ce gouvernement, mais le précédent, celui de la présidence Hollande, celui de la présidence de M. Sarkozy, et ceux qui depuis 1992 appliquent les recommandations de l'Union européenne et qui ont abouti à la quasi-destruction du système de santé publique français. Donc qui est responsable de cette crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est un faux-nez. C'est ce qui sert à cacher la crise économique et financière qui est là, qui s'aggrave. Et en gros, si vous allez avoir un endettement supplémentaire de la France demain, ça y est, c'est déjà fait aujourd'hui, ça sera la faute de la Covid-19. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que dans le même temps, et ce que cache évidemment le gouvernement, c'est que dans le même temps, la crise économique et financière a continué de s'aggraver. Bien avant la Covid-19, la crise économique et financière était là. Et elle était importante. C'est-à-dire l'industrie, la part de l'industrie dans l'économie française est 11%, c'est pas la Covid-19, c'est la politique qui a été suivie par les gouvernements qui se sont succédés. Alstom qui a été remis, qui a été donné, il faut voir comment Pierucci, l'ancien président de la filiale chaudière d'Alstom, dans son livre Le piège américain, explique comment, sous couvert de privatisation, en réalité, l'entreprise Alstom, qui était un fleuron
de l'économie française a été donné à la compagnie Générale Électrique US. Mais ça, il ne faut pas, je veux dire, c'est pas la Covid-19 qui est responsable de cet abandon français, de ce nouvel abandon français. Ça a été préparé, cette privatisation, par le président Macron, avec son ami des Young Leaders de la compagnie, de la présidente de la compagnie Générale Électrique France, qui n'est autre que Madame Clara Guémard, la femme de l'ancien ministre de l'Agriculture, qui était également passée par les Young Leaders. Mais le fait qu'ils soient tous les deux passés par un réseau d'influence des États-Unis, je pense que c'est une pure coïncidence. Tout à fait, exactement. C'est le masque un peu, hein. C'est ce dont se sert le ministre de l'économie, Monsieur Bruno Le Maire, dont on dit qu'il est un peu la mère Noël des enfants gâtés dans cette histoire, hein. Parce que bon, les 200 milliards de l'eau continuent, et en plus de ça, aujourd'hui, l'État finance le chômage. C'est-à-dire que les sociétés qui disposent de chiffres d'affaires importants, alors il y a certaines quand même vont bénéficier et bénéficient de milliards d'euros à nouveau de la puissance publique. Mais si vous avez en France cette particularité, c'est que ce sont les entreprises qui créent le moins d'emplois, qui n'arrêtent pas de critiquer l'État, qui protestent contre son interventionnisme, soi-disant, qui vont solliciter sans arrêt son soutien pour faire quoi? Ne créent pas un seul emploi en France, ces entreprises. La création d'emplois en France, c'est le TPE, les PME. Vous avez donc des entreprises aux États-Unis, quelques entreprises, où vous avez ce que l'on appelle, ce que l'on surnomme les assassins financiers, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent dans des groupes comme le groupe Betshey, par exemple, ce sont des sociétés de conseil en communication, et qui ont en réalité pour objectif de conseiller telle entreprise pour savoir comment elle pourrait acquérir telle entreprise dans tel pays. Telle richesse dans tel pays, le gaz, le pétrole, l'eau, des minerais précieux, de l'or, etc. Alors, il y a des pays où ça peut se faire par tous les moyens sont bons. Hein, eux, ils font une sorte, si vous voulez, c'est une sorte de préparation d'acquisition. Vous voulez acquérir telle entreprise dans tel pays, on va vous faire un audit, on va vous dire comment baiser les Français. J'ai dit baiser parce qu'il faut savoir quand même que, excusez-moi pour le terme, mais dans les milieux impérialistes de Washington, il y a un mépris profond au-delà des apparences pour l'Europe, et tout particulièrement pour la France. Et au congrès, un congrès qui s'est tenu, qui a été organisé au début des années 90 à Los Angeles par l'Association américaine de marketing, le représentant du département du ministère du Commerce états-unien est même montré à la tribune en disant « Attaquez l'Europe maintenant, exportez maintenant en commençant par son ventre mou ». Alors, évidemment, l'expression n'a pas été reprise, je l'ai su par des représentants qui étaient présents à ce congrès et qui en a été choqués. Et le ventre mou, c'était la France. Donc les Français sont désignés dans les milieux impérialistes de Washington comme le ventre mou. Alors, avec les autres pays latins, les trois autres pays latins, les principaux, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et la Roumanie. Mais le principal, c'est la France. Parce que ce sont des latins, donc plus sensibles à ce qui vient de l'extérieur, et puis plus malléables. Donc ils déploient à partir de ça, si vous voulez, quand ils veulent acquérir une entreprise, quand ils veulent acquérir un secteur économique même, petit à petit, hein, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous avez près de 60% du capital des sociétés du CAC 40 qui est entre les mains de la finance anglo-saxonne. Donc, ils préparent des plans, et ces plans, après, les sociétés transnationales les mettent en route, si vous voulez. Alors, il faut savoir que dans ces entreprises d'assassins financiers, vous avez des experts de toute nature, vous avez des représentants, souvent d'anciens militaires, vous avez des anciens du renseignement, et des gens donc qui sont très liés avec le milieu des principaux dirigeants des transnationales états-uniennes. Et ces plans sont mis en place, ils essaient d'abord par tous les moyens. Alors, tous les moyens sont bons, ça peut être l'influence, c'est ce qui se fait auprès de la Commission européenne à Bruxelles, ça peut être la corruption, c'est ce qui se fait aussi. Ça peut être aussi en profitant d'agents d'influence qui sont placés à l'intérieur de l'appareil d'État, comme en France par exemple, ou dans d'autres pays, en Pologne, comme ils l'ont fait également. Mais si vous voulez, tout ça c'est, je dirais, soft, c'est doux, ça se fait en douceur comme ça.
puis on apprend, bon, il va y avoir la privation d'Alstom, puis on s'aperçoit après, très peu de gens savent qu'en réalité Alstom a été donné. Et aujourd'hui, il y a des gens des salariés d'Alstom qui se battent contre le licenciement qu'organise General Electric partout à travers le monde, du reste, mais y compris en France. Et quand c'est pas possible, par la corruption, par l'influence, par des pressions de toutes sortes, par du chantage même. Regardez comment Washington n'hésite pas à espionner ou à faire du chantage même sur le gouvernement allemand, sur le gouvernement français, sur des gouvernements d'Europe occidentale pour dire, par exemple, si vous travaillez avec la Russie, eh bien nous allons, pour eux, la seule chose qui compte, c'est la loi des États-Unis. Ils ne connaissent que ça. Et tout ce qui s'oppose à la loi des États-Unis doit être éliminé. Alors quand ça marche pas, quand leurs sociétés veulent continuer d'acquérir des portions de territoire, des pays même, ou des régions, des pays ça les intéresse pas trop, ce qu'ils veulent simplement c'est pouvoir accéder aux richesses pour s'en emparer. Ce sont des accapareurs. Alors, en dernier recours, ceux qui rentrent en jeu, comme l'explique John Perkins, dont nous rappelons les propos dans son livre sur les assassins financiers, après c'est l'armée, c'est la guerre. On l'a vu en Irak. Tout ce qui n'a pas pu être fait avant avec en essayant de corrompre des officiels irakiens. Rappelez-vous Colin Powell agistant sa petite fiole à l'Organisation des Nations Unies en disant, vous voyez, c'est la preuve que l'Irak possède des armes de destruction massive. Mais ils ont fait pareil, et vous voyez, ça se rapproche aujourd'hui parce que, bon, comme ils peuvent plus attaquer directement la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, comme ils ont de plus en plus de mal à s'en prendre à ces États parce que les mouvements de libération nationaux sont forts, et puis parce que vous avez vu en Syrie quand même, Monsieur Macron, au mois d'avril 2018, à la demande de Washington, a fait bombarder la Syrie, mais ils n'ont pas été très diserts, très explicites après sur le résultat de ce bombardement, puisque 80% des missiles qu'ils ont largués sur la République arabe syrienne ont été détruits par la défense de l'armée syrienne, sans que les armes russes qui étaient présentes ne rentrent interviennent, je veux dire. Donc, vous voyez, et après, ces assassins financiers, ce sont eux qui préparent ce terrain, mais après, en dernier recours, c'est l'État qui décide. Et cet État, ce n'est ni plus ni moins que les représentants des transnationales. Regardez M. Biden, M. Trump, c'est à peu près la même politique, avec une donnée quand même importante, c'est que M. Trump représente ce qu'on appellera l'Amérique profonde. M. Biden, c'est un peu une sorte de jouet qui est entre les mains des sociétés transnationales. Ils l'ont choisi suffisamment âgé pour pas qu'il aille au bout de son mandat, sans doute, mais c'est vous dire aussi l'état de décomposition du système politique états-unien. Le candidat démocrate le plus jeune qu'ils aient trouvé a passé les 80 balais quand même. Hein. Pour une grande puissance économique mondiale en plein déclin, c'est pas mal. Bon, la théorie du grand reset, c'est jamais que la continuité du capitalisme. Vous avez un développement, si vous voulez. La question, c'est que ce régime est en fin de course. Comme le régime de la noblesse était en fin de course dans les années 1785-1789 en France. Il fallait donc passer à fallait faire un saut qualitatif qui permettait aux forces créatrices de la société de s'exprimer. On l'a vu notamment dans la presse, toutes ces feuilles qui apparaissaient avant 1789, qui circulaient sous le manteau, qui étaient les débats, les réunions qu'il y avait dans les cafés, etc. Tout ça, ça préfigurait déjà un besoin de démocratie nouvelle. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à un autre stade. Le capitalisme est un régime fini. C'est la concentration du pouvoir économique et politique entre quelques mains. Et dans ce capitalisme, le régime politique n'est que l'expression de la volonté des forces financières et économiques. Mais ce n'est plus possible. Vous vous rendez compte qu'à l'ère d'Internet et des autoroutes de la communication, vous avez des dirigeants d'entreprise. Je veux dire, les députés ne peuvent pas accéder, par exemple, pour faire de simples enquêtes, ne peuvent pas accéder aux comptes des sociétés privées, des transnationales, des sociétés transnationales du CAC 40. Alors que si les comptes pourraient être publics, je veux dire, on ne recèle pas il n'y a pas de secret d'État, il n'y a pas ce n'est pas de la recherche dont il s'agit là, qui peuvent être effectivement, il faut protéger les recherches,
Mais vous voyez que toutes les lois qui sont prises, c'est des lois qui visent à limiter l'expression des citoyens. Regardez les difficultés qu'ont dans les entreprises, les comités d'entreprise pour accéder à des informations. Vous avez des comités d'entreprise, y compris chez Renault, dans les grandes entreprises chez Renault. Vous avez vu l'exemple que l'on donne avec la CGT qui dénonce une filiale de Renault aux Pays-Bas, mais tout se passe dans une opacité complètement absolue, ou même des lois qui sont votées comme la loi Breton, qui obligeait à une certaine transparence dans les comptes des entreprises, ne sont pas respectées par nombre de dirigeants de ces grandes sociétés. Donc là, si vous voulez, vous avez ce grand reset, en réalité, c'est un peu du maquillage. Le fond du problème, c'est que la société aujourd'hui a besoin de passer à un nouveau stade de démocratie et que vous n'avez pas encore concrètement de perspective de comment faire. C'est un peu comme pour l'Union européenne, si vous voulez. Les gens ne sont pas contre l'Europe. Moi, je ne suis pas contre l'Europe. On est tous, nous sommes du même continent et nous avons la volonté de travailler avec tous les pays d'Europe. Regardez la richesse formidable de l'Europe. Les États-Unis le savent bien puisqu'ils s'emploient, eux, à diviser l'Europe et à employer tous les moyens pour empêcher surtout que la France, l'Allemagne et la Finlande, tous ces pays-là ne travaillent pas avec la Fédération de Russie. Parce que là, ils savent que pour eux, ils seront obligés de traiter d'égal à égal. Là, l'hégémonie US sera terminée. Le jour où le continent européen va se retrouver d'est en ouest, depuis le détroit de Bering jusqu'à la mer d'Irlande, je peux vous dire qu'ils seront obligés de changer de ton. Mais pour cela, c'est pas que les gens ne veulent pas cette Europe. Les gens veulent une Europe de la coopération. Ils veulent une Europe de peuple. Qu'est-ce qui empêche cette Europe des peuples? C'est l'Union européenne. Du reste, ce n'est pas pour rien que les transnationales US, quand ils veulent par exemple imposer des vaccins, ils vont frapper à la porte de l'Union européenne, en sachant qu'après, c'est l'Union européenne qui va recommander aux États membres d'appliquer les décisions qu'elles ont prises. Et ce n'est donc pas, si vous voulez, ce n'est donc pas il y a la volonté de passer à un autre stade de démocratie, mais il n'y a rien qui donne des pistes. Vous voyez, par exemple, c'est pareil dans le domaine de la finance, c'est pareil dans le domaine de la démocratie, où vous avez des parlements, regardez le Parlement français, les députés sont transformés en greffiers de la Commission européenne. Ils sont là pour appliquer à la France les décisions qui sont prises à l'étranger. Mais il n'y a pas un député qui vient rendre compte de ces débats. C'est pour ça que je pense, moi, qu'il faut supprimer le Sénat. C'est pour ça que je pense aussi qu'il faut remplacer le mandat représentatif par le mandat impératif. Parce que dans le mandat impératif, le député qui est élu doit rendre des comptes à ses électeurs. Parce que quand même, le citoyen, il donne sa voix à quelqu'un, c'est quand même un acte important pour dire, tu vas me représenter parce que je suis d'accord avec ton programme pour la paix, parce qu'on veut construire un hôpital dans le secteur, on veut des moyens pour la santé, etc. Sauf qu'avec le mandat impératif, le député doit revenir devant ses électeurs pour dire j'ai fait ça, vous m'avez élu pour ça, etc. Alors qu'avec le mandat représentatif, le gars il est élu, et puis après, bonjour, on reviendra dans quelques années pour se représenter et puis pour voir ce qu'on peut faire, quoi. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'on arrive à cette situation. Donc c'est un manque de visibilité et c'est un manque de perspective qui existe, qui n'est pas formulé. Contrairement à ce qui existait à l'époque, en 1980, 78-80, où vous aviez un parti communiste qui n'était pas un parti réformiste comme aujourd'hui, mais qui avait un programme changé de cap, qui était à la discussion dans tout le pays, et il y avait un débat politique, un débat démocratique. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, par exemple les gens qui ne veulent plus de cette Union européenne, la question qui se pose naturellement et qui empêche souvent de franchir le pas, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on fait demain? C'est-à-dire, quelle forme aurait cette Europe? Comment peut-elle fonctionner? Alors qu'il y a déjà, si vous voyez la Fédération de Russie avec d'autres pays, ils ont constitué l'Organisation de coopération de Shanghai, qui s'appelle aussi Organisation de coopération et de sécurité, et qui n'a pas de pouvoir centralisé comme nous connaissons dans l'Union européenne, où les ministres travaillent entre eux sur des projets, ça vient devant les parlements nationaux, c'est débattu devant les parlements nationaux, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons ici. Ici, c'est un véritable glacis. Tout est décidé à Bruxelles, c'est un système vertical, à un moment où tout doit être exposé en vertical, en horizontal. Donc toutes les décisions, si vous voulez, sont... Mais c'est un système qui ne peut que se concentrer de peur de se perdre. J'ai réussi à me procurer des documents qui prouvent la collusion de dirigeants français avec des groupes terroristes, des groupes criminels. Alors, ce qui est intéressant du reste aujourd'hui, c'est que maintenant, ces terroristes, ce sont les terroristes de l'État français, pas seulement de l'État français, ce sont des terroristes de l'État français, principalement des Anglais, et des États-Unis essentiellement. Parce que bon, les États-Unis sont bien contents
quand ils ont des dirigeants français qui font le sale boulot à leur place. Donc vous avez, c'est la filière dont je parle à un moment, mais ça c'est pas dans l'intérieur de ce livre, c'est sur, effectivement, vous avez avec le SRAS-CoV-2, avec le virus, un prétexte pour mettre en place des lois liberticides. Et avant, vous aviez le terrorisme. Un prétexte, autre prétexte pour mettre en place d'autres lois liberticides. Mais ce que se gardent bien de dire les médias, parce que j'ai été censuré par pratiquement tous les médias français, exception faite d'Africasie, TV Liberté, et surtout le réseau Internet qui m'a soutenu, quoi. Mais vous avez de fortes connivences entre, depuis toujours, et pratiquement essentiellement depuis les années, fin des années 86 jusqu'à aujourd'hui, vous avez de fortes connivences entre l'État français et les groupes criminels. Alors, ceux que j'ai étudiés sont ceux qui ont été qui étaient recherchés par Interpol pour des coups d'État, des attentats à la bombe dans des lieux publics, et qui étaient protégés en France par l'État français. Bien qu'ils soient recherchés par Interpol, et il faut savoir que les notices rouges d'Interpol qui s'adressent principalement, qui concernent principalement les criminels recherchés pour terrorisme, sont régulièrement transmises au ministère de la Justice français. Bon, donc quand vous voyez dans quel état est le ministère de la Justice français. Mais là, la décision était plus politique, parce que quand même, quand vous avez une trentaine d'individus qui appartiennent tous au même réseau, qui sont tous présents sur votre territoire au même moment, entre la région parisienne, Lyon, Marseille, etc., je veux dire, les forces de police savent bien qu'ils sont là. Mais les forces de police n'ont que le pouvoir de faire, je dirais, le constat d'une situation. Celui qui avait le pouvoir, ceux qui avaient le pouvoir d'agir, c'était évidemment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et vous avez vu que dans les deux tomes 256, le tome 1, État français de groupes criminels, et le tome 2, Mensonges et crimes d'État, j'apporte les preuves de cette collusion entre l'État français et les groupes criminels.